Je m'appelle Christophe Bernard. J'ai 35 ans. Vous connaissez ce moment où quelqu'un pose une seule question, et que la réponse vous frappe comme un train de marchandises? Cela m'est arrivé un samedi soir, lors de notre soirée de jeux mensuels entre couples. Mais le véritable commencement avait eu lieu 3 mois plus tôt, lorsque l'atmosphère dans ma maison a changé, pour ne plus jamais redevenir comme avant. 3 mois plus tôt, Aïcha, ma femme, a commencé à me traiter comme un invité indésirable, dans ma propre maison. Chaque conversation devenait un petit tribunal. Chaque suggestion que je faisais, rencontrait un roulement d'yeux, ou une petite remarque cinglante. Je me disais que c'était le stress de son nouveau travail, qu'il devait y avoir une autre explication. Alors, j'ai redoublé d'efforts. J'ai pris en charge plus de tâches ménagères. Je m'assurais que le dîner était prêt, avant qu'elle ne rentre à la maison. Je lui laissais de l'espace quand elle était silencieuse, et je tentais de discuter quand elle semblait ouverte. J'ai même recommencé à faire du sport, parce que je pensais qu'elle verrait l'effort, et se souviendrait de la raison pour laquelle nous avions construit une vie ensemble. Rien n'a changé. Pire, la situation s'est aggravée. Quand j'ai suggéré qu'on regarde un film ensemble, elle a dit « Oh, super. Encore un de tes films d'action ennuyeux. » Quand je me suis proposé pour préparer le dîner, elle a répondu « S'il te plaît, non. J'ai vraiment envie de manger quelque chose de comestible, ce soir. » Ces mots étaient toujours déguisés en humour, mais les chutes de ces blagues laissaient des bleus, que personne d'autre ne pouvait voir. Ce samedi soir-là, la soirée de jeu se déroulait chez nos amis, dans leur maison de ville à Lyon, chez Jordan et Patricia. Les 4 couples de notre groupe se relaient pour recevoir. La soirée a commencé avec de la musique, des jeux de cartes, des rires, et ce genre de taquinerie légère, que les gens qui s'aiment comprennent et respectent. Et puis, quelqu'un a sorti un jeu de cartes contenant des questions sur le couple. Les questions ont commencé en douceur. Quelle est la plus grande peur de votre partenaire? Si vous pouviez aller n'importe où ensemble, où iriez-vous? De petites blagues ont fleuri dans la pièce, et de tendres anecdotes ont comblé les silences entre elles. Puis, la carte qui a tout fait basculer, est arrivée sur le dessus de la pile. Épouseriez-vous à nouveau votre conjoint, en sachant ce que vous savez aujourd'hui? Les autres couples ont répondu en premier. Kevin et Yolande se sont souris, comme 2 personnes qui avaient déjà répondu à cette question, de 1000 manières silencieuses. Jordan a serré la main de Patricia, et a dit « Absolument ». Corentin a embrassé Alix sur le front, et a répondu, sans la moindre hésitation. J'écoutais, buvant une gorgée de ma bière, et j'attendais notre tour. Aïcha n'a pas hésité. Avec un grand sourire, et une voix beaucoup trop désinvolte pour que ce soit un accident, elle a déclaré « Absolument pas. Plus jamais. » Non mais sérieusement, qui signerait pour ça une deuxième fois? La pièce a plongé dans le silence, puis a éclaté de rire. Tout le monde a supposé qu'elle jouait la carte de la franchise provocatrice, le genre de choses que les couples trouvent amusant. Je n'ai pas ri. J'ai observé son visage. Ce que j'ai vu, ce n'était pas une blague. C'était du soulagement, comme si elle avait enfin craché quelque chose, qui pesait sur sa poitrine depuis si longtemps, et qui s'était calcifié. Tout le monde me regardait, attendant la répartie spirituelle, le haussement d'épaule, ou la phrase rassurante. J'ai pris une gorgée de mon verre, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu sais quoi, ai-je dit. Enfin quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. Les rires ont trébuché, puis sont retombés. J'ai sorti une enveloppe Kraft de la poche de ma veste, et je l'ai posée sur la table basse, à côté des cartes et des verres à moitié vides. Quelques personnes ont essayé de sourire, comme si le moment pouvait encore être sauvé par un peu de charme. Mais ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que c'est? A demandé quelqu'un. J'ai regardé ses amis, qui avaient célébré notre mariage, porté des toasts à nos anniversaires, et souri à travers nos conflits. Puisque nous jouions la carte de l'honnêteté ce soir, je me suis dit que le moment était aussi bien choisi qu'un autre. Aïcha fixait l'enveloppe, comme si elle allait exploser. L'expression de son visage est passée de l'amusement, à la confusion, puis à l'alarme. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle répété, la voix plus faible. Les papiers du divorce, ai-je répondu. Déjà remplis. Ils n'attendent plus que ta signature. Quelqu'un a halté. Un verre est tombé par terre. Oh mon Dieu, tu es sérieux? A chuchoté Yolande.
J'ai ouvert l'enveloppe, et j'ai étalé les papiers bien en vue. En-tête officielle. Termes juridiques. Onglet de signature, d'un jaune vif sous la lumière de la lampe. Est-ce que ça ressemble à une blague, pour toi, ai-je demandé. Kevin s'est raclé la gorge. On devrait peut-être vous laisser un peu d'intimité. J'ai secoué la tête. Non. Elle voulait être honnête devant tout le monde. On peut continuer à être honnête. L'expression d'Aïcha est passée par le choc, la colère, l'incrédulité, la panique, comme une machine à sous tournant trop vite, pour s'arrêter sur une seule image. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle dit. Nous sommes chez nos amis. C'est complètement inapproprié. J'ai presque ri. Tu viens d'annoncer que tu ne m'épouserais plus jamais. Tu l'as fait publiquement, mais le fait que je sois d'accord avec toi, c'est ça que tu trouves inapproprié? Elle a ouvert la bouche pour protester, puis l'a refermée. Le silence s'est alourdi dans la pièce. Patricia a dit prudemment, vous devriez peut-être parler de tout ça à la maison. J'ai répondu, nous avons essayé d'en parler à la maison, pendant des mois. Ou plutôt, j'ai essayé, et elle m'a traité comme une nuisance. Ce soir, elle a dit ce qu'elle pensait depuis longtemps. Je ne fais que répondre. Aïcha s'est emparée des papiers, les feuilletant, comme si l'encre allait s'effacer d'elle-même. Tu es ridicule, a-t-elle lancé. Vraiment, ai-je demandé doucement. Cite-moi une seule chose que tu m'as dite au cours de ces 3 derniers mois, qui n'était pas une critique ou un reproche. Une seule conversation, où tu m'as traité avec un minimum de respect. La pièce retenait son souffle. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée, mais aucun son n'est sorti. Ce silence était un verdict en soi. C'est un stress passager, a-t-elle tenté. On ne met pas fin à un mariage, pour des problèmes temporaires. J'ai sorti mon téléphone. Il y a 3 jours, tu as dit à Yvette que j'étais un bon à rien à la maison. La semaine dernière, tu as dit à Corentin que je n'avais aucune ambition. Hier, tu as levé les yeux au ciel, quand j'ai parlé de prendre des cours de photographie. Ses joues ont rougi. Tu écoutais aux portes. C'étaient des conversations tenues dans notre cuisine, alors que je me trouvais à seulement 3 mètres de là, ai-je dit. Difficile de ne pas entendre. Sur les canapés, les gens ont échangé des regards, comme s'ils remarquaient enfin quelque chose, qu'ils avaient été trop polis pour admettre jusqu'ici. Je me sentais étrangement calme, comme si mon corps s'était préparé à affronter une tempête, et que le tonnerre avait fini par éclater. Voici la vérité, ai-je déclaré. Tu as clairement fait comprendre que tu ne me respectes pas. Tu ne prends aucun plaisir à être avec moi, et visiblement, tu regrettes de m'avoir épousé. Alors, pourquoi rester marié? Elle a scruté la pièce du regard, comme un nageur en détresse, cherchant une bouée de sauvetage. Parce que les gens mariés surmontent leurs problèmes. Ils n'abandonnent pas, comme ça. J'ai ri, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. Quand avais-tu exactement prévu de commencer à travailler sur nos problèmes? Parce que de là où je suis, le problème, c'est toi. La phrase s'est abattue sur son visage, comme une gifle. La lumière de la pièce m'a soudain paru trop vive, puis trop sombre. Elle a tendu la main vers mon bras. Arrête ça. On rentre à la maison pour parler. J'ai doucement retiré mon bras. Nous sommes en train de parler, dans la même pièce où tu as annoncé que tu ne m'épouserais plus jamais. Elle a essayé d'adoucir sa voix. J'essayais juste d'être drôle. Tu sais comment je suis. Oui, je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que nous en sommes là. Les papiers sont très clairs. Divorce par consentement mutuel. Séparation des biens à 50-50. Aucune pension alimentaire. Clair, net et précis. Pour la première fois de la soirée, sa voix s'est faite toute petite. Tu y as vraiment bien réfléchi? Il fallait bien que quelqu'un le fasse, ai-je dit. Jordan s'est levé, s'est rassis, puis s'est levé à nouveau, comme si le mouvement pouvait réinitialiser le cours de la soirée. Personne n'a repris à boire. Personne n'a tiré une autre carte. La maison entière semblait retenir sa respiration. Et maintenant, on fait quoi? A demandé Aïcha. Maintenant, tu décides si tu les signes ce soir, ou si tu les ramènes à la maison pour y réfléchir, ai-je expliqué.
Mais de toute façon, ce mariage est terminé. Tu l'as clairement fait comprendre, quand tu as dit à tout le monde que tu ne le referais plus. Rachel a effleuré la main de Yolande. On devrait peut-être s'arrêter là, pour ce soir. D'une certaine manière, cette phrase a sonné comme une délivrance. Le trajet du retour a duré 15 minutes. Mais il a paru beaucoup plus long. Aïcha est passée par toutes les émotions, comme au fil des saisons. Le déni, c'est un malentendu. La négociation, on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. La colère, tu es déconnecté de notre couple, depuis des mois. Je fixais les lumières qui défilaient sur le pare-brise, et j'écoutais la trajectoire de ma vie changer de cap. Déconnecté, ai-je finalement répété. J'ai arrêté de parler, parce qu'à chaque fois que j'ouvrais la bouche, tu en faisais une leçon sur mon incompétence. Mardi dernier, j'ai dit que je voulais repeindre le garage. Tu as répondu. Génial, encore un projet que tu vas commencer et ne jamais finir. Mercredi, j'ai proposé de tester ce nouveau restaurant italien. Tu as affirmé que j'allais me plaindre des prix, toute la soirée. Arrête, a-t-elle dit. J'ai compris. Je ne pensais pas qu'elle avait vraiment compris. Nous sommes arrivés à la maison, et j'ai préparé un sac. Où est-ce que tu vas, a-t-elle demandé. À l'hôtel, ai-je dit. Pour ce soir. Je viendrai récupérer le reste de mes affaires, ce week-end. Elle m'a suivi jusqu'à la porte de la chambre. Tu n'es pas obligé de partir. C'est ta maison, à toi aussi. Je me suis retourné pour la regarder. Vraiment? Parce que depuis 3 mois, tu m'as bien fait comprendre que je n'y étais pas le bienvenu. Elle s'est assise sur le lit. La colère s'est dissipée, laissant entrevoir quelque chose de plus fragile. Je ne pensais pas ce que j'ai dit ce soir. J'essayais d'être drôle. L'humour contient généralement une part de vérité, ai-je répondu, en pliant lentement une chemise. Mais je t'aime, a-t-elle murmuré. Je me suis arrêté, et j'ai plongé mon regard dans le sien. À quand remonte la dernière fois, où tu me l'as prouvé? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis refermées. J'ai tiré la fermeture éclair de mon sac. Tu vas jeter 6 ans de mariage pour une seule remarque, a-t-elle lancé. Je ne jette rien du tout, ai-je dit. C'est toi, qui jettes tout par la fenêtre, depuis des mois. Alors, c'est tout? Et notre promesse pour le meilleur et pour le pire? Qu'est-ce qu'elle a, cette promesse, ai-je rétorqué. Parce que dernièrement, le pire n'allait que dans un seul sens. Son téléphone a vibré. Elle l'a ignoré. Tout le monde va penser que tu es fou, a-t-elle ajouté. Qu'ils le pensent, ai-je répondu. Les gens qui comptent vraiment, sauront que ce n'était pas seulement à cause d'une remarque. Elle a tenté le tout pour le tout. Si je refuse de signer, on devra le faire à la dure. J'ai répondu calmement, mais on le fera quand même. Elle m'a suivi jusqu'à la porte d'entrée. Tu pars vraiment? Oui, ai-je affirmé. Je ne reviendrai pas vivre ça. Pas pour être traité comme un fardeau, dans ma propre vie. J'ai soigneusement refermé la porte derrière moi, et j'ai marché dans l'air frais de la nuit. J'ai pris une chambre dans un hôtel en bordure de route, près de la banlieue parisienne. Propre, calme, exactement ce dont j'avais besoin. Mon téléphone a vibré à 22 heures. Kevin, est-ce que ça va? C'était intense. Rachel, appelle-moi si tu as besoin de parler. Damien, qui n'était pas présent, m'a envoyé, j'ai entendu dire que tu avais frappé un grand coup. Bien joué. J'ai posé le téléphone face contre table, fixant le plafond. Le message le plus révélateur venait de Yolande, j'observe la façon dont elle te parle depuis des mois. Je suis fier de toi, pour avoir su te faire respecter. Cela m'a touché en plein cœur. Une confirmation que je n'avais pas rêvé cette lente érosion. J'avais vécu au cœur d'un lent effondrement, en me convainquant que ce n'était qu'un mauvais passage. Les noms inscrits sur les murs s'étaient transformés en fissures. Vers minuit, le téléphone a sonné. C'était Aïcha. J'ai laissé sonner, puis j'ai répondu. Les papiers sont toujours sur la table de la cuisine, a-t-elle dit. Je m'en doutais, ai-je répondu. Elle est restée silencieuse,
puis a ajouté, je n'arrête pas de les regarder, en repensant à ce que tu as dit sur le respect. J'ai laissé le silence faire son œuvre. Tu as peut-être raison, a-t-elle admis doucement. Peut-être que j'ai été horrible avec toi. Peut-être. Elle s'est tue un instant, pour reprendre ses esprits. Oui, je l'ai été. Mais les gens changent. C'est possible, ai-je répondu, mais je n'ai plus envie d'attendre pour le découvrir. Le bout du fil est devenu silencieux. Alors, c'est vraiment en train d'arriver, a-t-elle murmuré. Oui, ai-je confirmé. C'est bien réel. Les jours qui ont suivi, ont ressemblé aux 5 étapes du deuil, tournant en boucle. Elle m'a appelé sans arrêt. Lundi matin, il faut qu'on parle. Lundi après-midi, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Tu avais raison sur certains points. Lundi soir, j'ai appelé un thérapeute que Rachel m'a recommandé. Nous avons rendez-vous jeudi. J'ai lu ses messages, et je n'ai presque rien répondu. Mardi, elle s'est présentée à mon bureau de Montreuil, vers l'heure du déjeuner, avec 2 sandwichs de ma boulangerie préférée, portant la robe bleue qu'elle savait que j'aimais. Mon assistante m'a prévenu, puis Aïcha est entrée, essayant de faire comme si tout était normal. J'ai apporté le déjeuner, a-t-elle annoncé. J'ai déjà mangé, ai-je répondu. Elle a quand même posé les sandwichs. Tu as l'air fatigué, a-t-elle observé. Les lits d'hôtel ne sont pas géniaux pour dormir, ai-je dit. Tu pourrais rentrer à la maison, a-t-elle répondu du tac au tac. Ce n'est plus ma maison, ai-je affirmé, regardant l'impact de ces mots la frapper de plein fouet. Ça ne doit pas forcément se passer comme ça, a-t-elle plaidé, la voix tremblante. Si, c'est nécessaire, ai-je dit. Même si tu changeais demain, je n'oublierai pas la façon dont tu m'as traité. Donc, je n'ai pas droit à une seconde chance, a-t-elle demandé. Tu as eu des centaines de chances, ai-je répondu. Chaque matin, pendant 3 mois, c'était une chance de choisir la gentillesse plutôt que la critique. Elle a essayé de jouer la carte des larmes. J'ai peur. Je ne sais pas comment vivre sans toi. Tu t'es pourtant bien entraîné, ai-je rétorqué. Tu m'as rendu invisible. Tu vas très bien t'en sortir. Elle est partie sans toucher au sandwich. Mercredi, sa sœur a appelé. Elle est anéantie, m'a dit Yvette. Cette situation l'a détruit. J'en suis sûr, ai-je répondu. Écoute, elle n'a pas été parfaite, mais tu ne trouves pas que tu y vas un peu fort? J'ai demandé si Aïcha lui avait raconté ce qu'elle avait dit, lors de la soirée de jeu. Silence. Elle a évoqué un malentendu. Il n'y a aucun malentendu, ai-je affirmé. Elle a dit devant 8 personnes, qu'elle ne m'épouserait plus jamais. Je suis d'accord, c'était théâtral. Tu sais comment elle est, a tenté Yvette. Je sais exactement comment elle est, ai-je répondu. Et c'est bien là, le problème. Jeudi, c'était au tour de sa mère, Evelyne, avec la même mélodie jouée sur un ton différent. Vendredi, Kevin m'a contacté, essayant de trouver un compromis. Écoute, mec, a-t-il dit, mettre fin à un mariage pour une seule phrase, ça paraît dur. Ce n'était pas une seule phrase, ai-je répondu. Combien de fois l'as-tu entendu faire des blagues à mes dépens? Combien de fois a-t-elle levé les yeux au ciel, quand je parlais? M'a-t-elle coupé la parole? M'a-t-elle contredit? Il a hésité. Plus d'une fois. Ça a été le cas à chaque fois, pendant des mois, ai-je conclu. Samedi matin, Aïcha m'attendait sur le parking de l'hôtel, alors que je revenais avec un café. Les papiers sont signés, a-t-elle déclaré par la fenêtre ouverte de ma voiture. J'ai coupé le moteur. Tous les papiers, ai-je demandé. Tous, a-t-elle répondu en me tendant l'enveloppe, mais je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'as pas à l'être, ai-je dit. Je pourrais me battre, a-t-elle ajouté. Contester le divorce. Rendre les choses difficiles. Tu pourrais, en effet, ai-je concédé, mais ça ne ferait que confirmer ce que je pense. Et quel en serait l'intérêt? Tu as dit à tout le monde, que tu ne m'épouserais plus jamais. Ses épaules se sont affaissées. Je ne le pensais pas.
Peut-être, ai-je répondu. Mais tu l'as dit. Et cette franchise m'a donné la réponse dont j'avais besoin. Et maintenant, on fait quoi, a-t-elle demandé. Maintenant, nous passons tous les deux à autre chose, ai-je expliqué. Tu redeviens célibataire, ce qui semble être ce que tu voulais, et moi, j'ai l'occasion de trouver quelqu'un qui ne considère pas que d'être marié avec moi soit une corvée. Elle a eu l'air de vouloir ajouter quelque chose, puis elle est retournée à sa voiture, sans se retourner. Cet après-midi-là, j'ai signé les papiers, et je les ai déposés au cabinet de mon avocat. 3 mois plus tard, le divorce a été prononcé. Le soulagement n'a pas éclaté comme un feu d'artifice. Il est arrivé comme une bouffée d'oxygène. Un matin, je me suis rendu compte que je n'avais pas sursauté au bruit de ma propre porte d'entrée, depuis des semaines. Cette prise de conscience m'a donné le sentiment de prendre un nouveau départ. Dans les mois qui ont suivi, j'ai acheté une petite maison, de l'autre côté de la ville. Ce n'est pas un palace, mais chaque centimètre m'appartient. Pas de plainte concernant le canapé que j'ai choisi. Pas de sarcasme, quand je veux regarder un match le dimanche. Pas de petits sourires crispés et incrédules, quand j'annonce que je prends des cours de photographie au centre culturel du quartier. Le calme y est respectueux. Le cours de photographie se réunissait le mardi soir, dans une pièce lumineuse, qui sentait bon le café et le papier frais. J'y ai rencontré des gens, qui ne savaient absolument rien de mon mariage. Nous faisions des pauses longues dans les rues de la ville, nous apprenions à observer la lumière, et nous exercions notre patience. J'aimais cette sensation de développer une compétence, sans avoir besoin de demander la permission. J'ai rejoint un groupe de randonnée le week-end, qui se donnait rendez-vous au départ des sentiers, près de la forêt de Fontainebleau. Nous échangions des astuces sur le matériel, comparions nos chaussures de marche, nous relayions pour lire les cartes, et parlions très peu dans les montées raides. Le silence avait une saveur différente, dans les bois. Il semblait généreux. Je rentrais chez moi fatigué, mais de la bonne manière. Ce genre de fatigue, qui donne l'impression d'avoir mérité son sommeil. 6 mois après cette fameuse soirée, je suis tombé sur Kevin, dans un supermarché près de chez moi. Il avait l'air sincèrement heureux de me voir, ce qui n'est jamais garanti, après avoir fait exploser le statu quo d'un groupe d'amis. Il m'a demandé comment j'allais. Bien, ai-je répondu. Vraiment bien. Nous sommes restés plantés devant une pyramide de boîtes de céréales, à rattraper le temps perdu. Tu nous manques pour les soirées-jeux, a-t-il lancé. J'ai souri. Je parie que c'est moins dramatique. Il a ri. C'est vrai, mais c'est aussi un peu plus ennuyeux. Il a hésité, puis a posé la question que j'attendais, tu as de ces nouvelles? J'ai secoué la tête. Pas depuis que le divorce est définitif. Il a hoché la tête. Elle prend de tes nouvelles, elle demande comment tu vas, si tu fréquentes quelqu'un. Et qu'est-ce que tu lui réponds, ai-je demandé. La vérité, a-t-il dit, que tu as l'air plus heureux que je ne t'ai vu depuis des années. Cette vérité m'a fait du bien. J'avais commencé le cours de photographie, rejoint le groupe de randonnée, et je m'étais fait de nouveaux amis. Les gens me connaissaient pour l'homme que je suis aujourd'hui, et non plus comme la moitié d'un couple en plein naufrage. Des regrets, m'a demandé Kevin. J'y ai réfléchi. Seulement celui d'avoir attendu si longtemps, ai-je répondu. Ça ne te manque pas du tout, d'être marié, a-t-il insisté. Être marié à quelqu'un qui voulait être marié avec moi, ça me manque, ai-je précisé. Il a hoché lentement la tête. Rachel a dit que vous aviez l'air malheureux vers la fin, a-t-il avoué. Nous l'étions, ai-je soufflé. Dans les semaines qui ont suivi le divorce, les souvenirs me revenaient par flash. Ce barbecue chez Yvette et Laurent, à Bordeaux, où je me tenais devant le grill, retournant des burgers et discutant avec Laurent de la pose d'un parquet. Aïcha s'était approchée en riant, et avait lancé à la cantonade, il fait beaucoup de grands discours sur le bricolage, mais j'attends toujours qu'il finisse quoi que ce soit. Les gens avaient ri, de cette façon dont on rit, quand on ne sait pas comment dissimuler son malaise. J'étais resté là, ma spatule à la main, avec l'impression que mes compétences venaient d'être bradées dans un vide-grenier. Ce soir-là, je lui avais dit que ça m'avait blessé. Elle m'avait répondu, ne sois pas si susceptible, c'était juste une blague. J'avais fini par croire que je devais m'endurcir.
J'avais tort. Une fois que j'ai remarqué ce schéma, je ne pouvais plus faire semblant de l'ignorer. Elle me contredisait devant nos amis, sur des détails sans aucune importance. Elle m'interrompait quand je racontais une histoire. Elle lançait de petites piques sur ma façon de cuisiner, sur mes goûts musicaux, et même sur ma manière de remplir le lave-vaisselle. Chaque coup bas était toujours accompagné du même slogan, « Tu ne sais pas prendre une blague ». Il y a une différence entre les taquineries affectueuses, et les piques qui s'abattent comme une règle sur les doigts. Les premières font sourire les deux personnes. Les secondes obligent l'un des deux, à vérifier s'il ne saigne pas. J'ai commencé à prendre des notes mentales, 2 mois avant la fameuse soirée. La fréquence à laquelle, elle choisissait la critique plutôt que la discussion. La rapidité avec laquelle, sa patience s'évaporait. J'ai aussi remarqué tout ce qu'elle ne faisait pas. Elle ne me demandait jamais comment s'était passée ma journée, avec une once de curiosité. Elle ne riait jamais à ce que je disais, même quand les autres trouvaient ça drôle. Elle ne me touchait jamais en passant, que ce soit une main sur l'épaule, un bisou rapide avant de partir, ou ses doigts effleurant ma nuque. Nous étions devenus pires que des colocataires. Nous étions devenus indifférents l'un à l'autre. Un mois avant la soirée jeu, j'ai contacté une avocate pour une consultation. Pas parce que ma décision était prise, mais parce que j'avais besoin de savoir à quoi ressemblerait cette décision, si je la prenais. Elle m'a demandé de décrire mon mariage. C'est ce que j'ai fait. Elle m'a écouté, puis m'a regardé avec ce qui ressemblait à une sincère inquiétude. Depuis combien de temps vivez-vous ainsi? J'ai réalisé que je marchais sur des œufs dans ma propre maison, anticipant ses humeurs, comptant mes mots, et m'exerçant au silence. L'avocate m'a tendu des documents. Prenez votre temps, m'a-t-elle conseillé. Mais n'en prenez pas trop, non plus. La vie est courte. 2 semaines avant la soirée, j'ai lancé la procédure. Pas par colère, mais par lucidité, poussé par un besoin vital de respirer. J'ai gardé les papiers sur moi pendant 1 semaine, attendant un moment en privé, qui ne me semblait jamais être le bon moment. Je n'avais pas prévu de les sortir sur un canapé à Lyon, sous la lumière d'une lampe, avec nos amis comme témoins. Mais parfois, c'est le moment qui vous choisit. Parfois, la vérité éclate en public, parce que c'est la seule façon pour qu'elle soit vraiment entendue. La semaine qui a suivi l'officialisation du divorce, je me suis promené dans le parc des Buttes-Chaumont avec mon appareil photo. Je me suis arrêté près d'un banc, sous un érable, et j'ai cadré la lumière du soleil, qui filtrait à travers les feuilles. Une femme de mon cours, elle s'appelait Céleste, était assise à quelques pas de là, tenant elle aussi un appareil photo, observant elle aussi la lumière. « Vous avez l'œil patient », m'a-t-elle dit. J'ai ri. La patience est une chose nouvelle pour moi, ai-je répondu. La nouveauté vous va bien, a-t-elle glissé. Puis elle a souri, et s'est concentrée sur son écran. Nous avons commencé à discuter de temps de pause, des toits de la ville reflétés dans les flaques d'eau, des petits restaurants cachés dans les rues, et de la façon dont le visage des gens change, quand ils écoutent vraiment. Au fil du temps, Céleste et moi avons dîné ensemble. Elle m'a posé des questions sur mon travail, et m'a écouté, comme si elle n'avait pas de scénario préétabli pour mes réponses. Quand j'ai raconté une anecdote sur une randonnée, elle s'est penchée vers moi, pour me demander quelle était l'odeur des sentiers après la pluie. Elle a ri à mes blagues, non pas pour essayer de réparer quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'elle les appréciait. Un soir, elle m'a interrogé sur mon ex-femme. Je lui ai donné la version courte. Nous nous sommes éloignés. Ça n'a pas marché. Elle a hoché la tête. Pas d'interrogatoire, pas de commérage, pas de psychanalyse de comptoir. Plus tard, elle a demandé, « Penses-tu que tu te remarieras un jour ?» J'ai repensé à la question posée lors de la soirée jeu, et au long chemin parcouru depuis. Oui, ai-je répondu, mais seulement avec quelqu'un qui répondrait à cette même question, par un grand absolument en point. Céleste a souri. Ça me semble raisonnable, a-t-elle conclu. Raisonnable. Le mot me paraissait presque luxueux. Il est raisonnable d'attendre de la gentillesse. Raisonnable d'attendre du respect. Raisonnable d'attendre que sa propre maison soit un lieu de repos, et non une scène de théâtre. Plus tard, des gens m'ont demandé si je regrettais que cette soirée ait pris une tournure aussi publique. Je n'ai pas perdu beaucoup de temps avec les regrets. La vérité a éclaté,
dans un salon rempli de monde. Et même si cela ressemble à un drame, c'était en réalité un aboutissement. L'histoire se déroulait au ralenti depuis des mois. C'est juste que cette fois, la vitesse de l'image a rattrapé la réalité. Je dors bien, aujourd'hui. Mes matinées commencent avec un café que personne ne critique, une musique face à laquelle personne ne soupire, et une maison calme, qui bourdonne doucement au lieu de grincer. Le silence n'y est pas vide. Il est rempli de l'autorisation que je me donne, d'être moi-même. Il y a une certaine dignité dans les routines ordinaires, quand personne ne se moque de la façon dont vous les menez à bien. Même aujourd'hui, je peux encore entendre la phrase qui a tout fait basculer, absolument pas. Plus jamais. Ces mots n'ont pas construit la rupture à eux seuls. Ils n'ont fait que révéler ce qui avait déjà été bâti. L'enveloppe Kraft n'était pas une surprise pour moi. C'était la dernière ligne d'une histoire qui se réécrivait d'elle-même depuis des mois. Je me souviens d'un dimanche après-midi, pendant ce dernier mois, où nous devions aller dans un musée en centre-ville. Je m'en réjouissais d'avance. J'ai invité Aïcha à venir avec moi. Elle m'a regardé, a consulté son téléphone, et a dit « Je suppose, mais ne fais pas tourner toute la sortie autour de l'exposition photo. Tu rallonges toujours ces visites intellectuelles. » Je lui ai répondu « J'adore l'idée de voir ces expositions ensemble. » Elle a levé les yeux au ciel, et a lâché, et voilà, ça recommence. Le musée est devenu un champ de bataille de soupirs, et de postures tendues. Je me souviens m'être dit, que la beauté ne devrait pas avoir à lutter si fort pour exister. Deux inconnus m'ont demandé de les prendre en photo, près d'une sculpture. J'ai fait le cadrage, et je me suis senti soudainement léger. Nous avons tous des moments qui, sur le coup, ne s'annoncent pas comme des tournants, jusqu'à ce qu'on y repense plus tard. La sensation de lourdeur de la spatule dans ma main, lors de ce barbecue. La façon dont ces blagues atterrissaient, comme des cailloux lancés au même endroit, usant le tissu un impact après l'autre. La façon dont j'ai arrêté de proposer des idées, pour commencer à offrir le silence. Après le divorce, Yvette m'a rappelé, cette fois pour s'excuser d'avoir balayé mes sentiments. Je ne voyais pas les choses clairement, m'a-t-elle avoué. Je ne voulais pas les voir. Je lui ai dit que j'appréciais son appel. Laurent m'a demandé de l'aider pour un projet d'étagère, dans son sous-sol. Nous avons pris des mesures sur le bois. Nous avons plaisanté sur des montants de travers. Le monde me paraissait simple. Kevin et moi avons repris une version plus douce de notre amitié. Un soir, lors d'un déplacement professionnel à Lyon, nous nous sommes assis sur le perron de sa maison, à regarder les enfants faire du vélo. « Tu as fait le choix difficile », a-t-il dit. La plupart des gens essaient juste de survivre, dans l'histoire qu'ils connaissent déjà. Je lui ai répondu, j'ai essayé. Mais la survie est un piètre substitut à la vie. Il y a des choses, dans le mariage, auxquelles je crois encore. La cérémonie, le partenariat, le choix quotidien de s'aimer. Mais je suis également convaincu d'une chose, l'amour sans respect, n'est pas de l'amour. C'est un besoin, une habitude, ou une chorégraphie. Ça fait le spectacle, mais ça ne nourrit pas. Et la représentation ne m'intéresse plus. Je veux un quotidien assez sécurisant, pour qu'il puisse devenir extraordinaire. Il y a quelques mois, j'ai croisé Corentin et Alix sur un marché de producteurs, près de chez moi. Nous nous sommes serrés dans les bras, avons échangé des nouvelles, et Corentin a dit « Nous sommes vraiment heureux de voir que tu vas bien ». Il a fait une pause, scrutant mon regard. On aurait dû prendre de tes nouvelles bien plus tôt. J'ai répondu « Nous avons tous vu ce que nous étions prêts à voir ». Il a hoché la tête. Aujourd'hui, on voit clair. Les soirs où l'air est frais, et que ma maison embaume le café et le cèdre, je m'assois sur les marches de derrière, et je laisse le calme s'installer. La lumière du porche attire de petits papillons de nuit, hors de l'obscurité. Ils tourbillonnent, comme des pensées qui n'ont plus besoin d'aboutir à une conclusion. Je ne refais plus les vieilles disputes dans ma tête. Je n'écris plus de discours, que je ne prononcerai jamais. Je respire. Un jour, Céleste m'a demandé, si tu pouvais revenir à ce soir-là, et ajouter une dernière chose, quelle serait-elle? J'ai pensé au salon, aux cartes à jouer, au verre qui se vidait lentement, et à l'enveloppe Kraft brillant comme un phare dans la nuit. Je ne dirai rien de plus, ai-je répondu. Le silence a fait le travail.
Les papiers ont fait le reste. Elle a hoché la tête. Parfois, la chose la plus vraie, c'est ce que l'on fait, pas ce que l'on dit. Nous avons regardé un couple passer avec leur chien. Le chien s'est arrêté pour nous fixer, puis a tiré sur sa laisse pour avancer. La vie a un rythme qui n'a pas besoin de chef d'orchestre. Elle a juste besoin de participants, prêts à suivre la mesure. De temps en temps, on me demande si Aïcha a repris contact, une fois que tout a été finalisé. Pas vraiment. Quelques textos, pour des questions de logistique. L'échange des clés et du courrier a ressemblé à la dernière scène d'une pièce de théâtre, après que le rideau soit déjà tombé. On accomplit ce qui est nécessaire, on s'incline face à la réalité pratique, et on quitte la scène pour retrouver sa propre météo intérieure. Je ne suis pas amer. Je ne suis pas en colère. Ce sont des manteaux bien trop lourds, pour une saison dans laquelle je ne me trouve plus. Je suis reconnaissant. Reconnaissant pour la clarté de cette question, posée au milieu d'un salon. Pour le côté tranchant et froid de l'honnêteté, qui a imposé une décision, et pour le soulagement qui a suivi. Reconnaissant d'avoir appris à repérer le moment où le respect quitte une pièce. La nuit précédant l'officialisation de mon divorce, je me tenais dans ma cuisine, en me servant un verre d'eau. La maison était silencieuse. Je pouvais entendre la télévision du voisin, à travers le mur, et le flux lointain de rires enregistrés, qui n'avaient rien à voir avec moi. J'ai réalisé à quel point mes épaules étaient légères. J'ai réalisé à quel point mes mains étaient stables. Plus tard, dans une allée de supermarché remplie de céréales, Kevin m'a demandé « Est-ce que tu regrettes, parfois, que les choses ne se soient pas passées autrement ?» J'ai répondu « Je regrette que nous n'ayons pas été plus bienveillants, plus tôt. Je regrette que nous n'ayons pas été plus courageux, plus tôt. » Il m'a dit « Peut-être que c'était ça, la part de courage. » Peut-être que oui. Peut-être que la chose la plus courageuse que j'ai faite, c'est d'arrêter de faire semblant de croire qu'on pouvait négocier avec le manque de respect. La première fois que Céleste et moi sommes allés randonner ensemble, le sentier était boueux à cause de la pluie de la veille. Elle a glissé, a éclaté de rire, et a pris une photo de l'empreinte de sa propre chaussure. La preuve que j'étais ici, a-t-elle dit. Cette phrase m'a frappé, plus fort qu'elle n'aurait dû. La preuve que j'étais ici. J'avais l'impression que ma vie recommençait, elle aussi, à laisser ce genre d'empreinte. À la terrasse d'un café, Céleste m'a demandé à quoi ressemblait le bonheur, aujourd'hui. Je lui ai répondu qu'il ressemblait à un canapé que j'ai choisi moi-même, à un appareil photo couvert de traces de doigts, à des amis qui appellent pour parler de livres et non de ragots, et à une porte d'entrée qui s'ouvre sur une soirée, où je ne sursaute plus. Il ressemble à l'air que je respire. Un soir, je suis passé devant une maison qui, depuis la rue, ressemblait à celle que nous habitions. Les rideaux grands ouverts, un dîner entre amis qui illuminait la salle à manger, des silhouettes se déplaçant devant des tableaux encadrés. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti un petit pincement au cœur. De la nostalgie, peut-être, ou la soif de cette version du mariage, en laquelle j'avais cru pendant si longtemps. Mais ce sentiment s'est dissipé. Non pas parce que je suis devenu insensible, mais parce que je ne suis pas parti en haïssant le mariage. Je suis parti parce que je l'aime suffisamment, pour en refuser une pâle imitation. Je l'aime suffisamment pour attendre la version qui n'exige pas que je m'oublie moi-même, pour la maintenir en vie. Et je suis prêt à patienter, dans ma propre tranquillité, jusqu'à ce qu'elle arrive. Parfois, je repense à l'homme que j'étais, ce soir-là, juste avant que l'enveloppe ne touche la table. Il était assis là, encaissant les coups, s'obstinant à croire que ce n'était qu'une mauvaise météo. Il pensait mériter la pluie. Ce n'était pas le cas. Il mérite ce que chaque être humain mérite dans son propre foyer, un respect qui s'installe sans faire de bruit, une affection qui n'a pas besoin de public pour exister, et des rires qui mettent en sécurité. Si quelqu'un me posait cette fameuse question de la soirée jeu aujourd'hui, épouseriez-vous à nouveau votre conjoint, en sachant ce que vous savez maintenant? Je répondrais ceci. J'épouserai quelqu'un qui prend cette question au sérieux, tous les jours. Quelqu'un qui y répond par des milliers de petites attentions. Quelqu'un qui sait que l'humour est bien plus doux, quand il ne blesse pas. J'épouserai quelqu'un qui me regarderait de l'autre bout d'une pièce pleine d'amis, pour m'offrir une phrase qui consolide notre foyer, au lieu de le détruire. Quelqu'un qui dirait « absolument ». Non pas pour faire le show devant les autres, mais parce que c'est la vérité, une fois rentré à la maison, quand les lumières sont éteintes,
et qu'il n'y a plus rien à gagner, à part la confiance de l'autre. Je ne pense plus beaucoup à Aïcha, aujourd'hui. Ce n'est pas de la cruauté. C'est simplement tourner la page. Ce chapitre est terminé, mais le livre continue. Le samedi, je marche jusqu'au parc avec mon appareil photo, et j'attends la seconde exacte, où un coureur traverse un rayon de lumière. J'appuie sur le déclencheur, et j'écoute le son net, qui fige l'instant présent. Le dimanche soir, il m'arrive de préparer une marmite de chili, et d'appeler Damien, pour nous disputer sur le meilleur album de jazz à écouter pendant qu'on nettoie la cuisine. Nous débattons pour savoir qui de Miles Davis ou de John Coltrane est le meilleur, sans jamais parvenir à une conclusion. Et c'est bien ça, le but du jeu. La conversation se suffit à elle-même. Personne ne gagne. Et personne n'en ressent le besoin. Il n'y a pas de tableau des scores, quand on est en paix. De temps en temps, Rachel m'envoie une photo de leur nouveau jeu de cartes à la mode. « Tu détesterais celui-là » m'écrit-elle. Il y a beaucoup trop de règles. Je ris, je lui renvoie un pouce en l'air, et je promets de venir leur rendre visite à Lyon, quand le travail m'y ramènera. Quand j'y vais, nous nous asseyons sur la terrasse de Jordan et Patricia, et nous parlons de tout et de rien. Personne ne mentionne la soirée de l'enveloppe, à moins que je ne le fasse. Et c'est rarement le cas. Ce n'est pas un fantôme qui plane au-dessus de nous, c'est juste un repère sur la route. On ne s'excuse pas, pour le chemin qui nous a ramenés à la maison. On s'arrête simplement devant le panneau, on salue d'un signe de tête la distance parcourue, et on continue d'avancer vers l'endroit où la carte indique que l'on était censé être. J'ai appris que le silence peut être un excellent professeur, mais qu'il ne devrait jamais être une punition. J'ai appris que le respect est une pratique quotidienne, et non une promesse faite une seule fois. J'ai appris que partir, ce n'est pas toujours un abandon. Parfois, c'est le seul moyen de revenir vers soi-même. Ce sont les leçons que j'ai tirées de cette soirée-là. Quand la lumière décline dans mon salon, vers 18h, mes murs s'illuminent. Je repense à toutes les fois où je me suis effacé, pour maintenir le calme dans une pièce. Je ne fais plus ça. Je ne déclenche pas de dispute pour le plaisir, mais je n'accepte plus les blagues, qui me traitent comme une cible facile. Je choisis des pièces, qui savent comment accueillir une personne. Le monde reste compliqué. Le travail est stressant. Les amis traversent leur propre tempête. Les pneus crèvent. Les toits fuient. Mais désormais, quand la vie exige mon attention, je n'ai plus besoin de gérer, en plus, l'épuisement d'être rabaissé dans ma propre maison. J'ai de la place dans ma tête pour résoudre les problèmes, et de la place dans mon cœur pour me reposer. Lors d'un cours de photographie, notre professeur nous a demandé de photographier le même sujet, sous 3 angles différents. La perspective change la vérité, a-t-il dit. J'ai choisi un banc public. Sous un angle, il paraissait solitaire. Sous un autre, il semblait accueillant. Et sous le troisième, on aurait dit une ligne de départ. J'ai souri. Le même banc, différentes lectures. La même vie, sous un angle différent. S'il y a une seule chose à dire pour conclure, elle est très simple. Cette nuit-là n'a pas créé ma liberté, elle l'a seulement révélée. L'enveloppe n'était pas un acte de méchanceté. C'était un acte de respect. Enfin, du respect envers moi-même. Aïcha m'a donné la réponse la plus claire, à une question que j'avais trop peur de poser. J'ai été d'accord avec elle, et j'ai agi en conséquence. Je dors bien, ces jours-ci. Je me réveille dans une maison, où mon café a un goût de café, où la conversation n'est pas un chant de mine, et où mon propre prénom résonne comme s'il m'appartenait vraiment, quand je le prononce à voix haute. Je prends des photos de choses ordinaires, et je les trouve extraordinaires, parce que je suis pleinement présent pour les voir. Quand des amis me demandent si j'ai des regrets concernant mon divorce, je leur dis la vérité. Mon seul regret, c'est qu'il ait fallu qu'elle annonce qu'elle ne m'épouserait plus jamais, pour que je réalise que je n'avais plus envie d'être marié avec elle, non plus. La différence, c'est que j'ai finalement été assez sage, pour prendre les devants et y remédier. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, commenter, et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous, et activez la cloche des notifications, pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires percutantes.